Ghislain, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Ouais. Et donc une chaîne qui est là dans un esprit de paix. L'idée c'est d'offrir la parole aux gens de la Louvière, de la région, et aussi de mettre en avant tout ce qui se fait de bien dans la région. Et donc c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir sur ma chaîne. Un honneur partagé d'être ici. Ah ben merci. Alors, je vais te demander de te présenter brièvement. Oui, mon nom est Ghislain Cloutier, je suis Canadien d'origine. Je suis né à Montréal et toute ma vie, j'ai dessiné. J'ai eu envie de dessiner. Ce qui fait que ça m'a amené à travailler dans le domaine du graphisme pour commencer, ce qu'on appelait à l'époque graphisme publicitaire. Et par la suite, j'ai bifurqué vers le dessin animé, ce qui me semble être une solution plus agréable que de faire de la pub. Et j'ai travaillé dans cette discipline pendant une vingtaine d'années. Et maintenant, compte tenu de mon âge qui avance lentement et que les technologies changent aussi à une vitesse rapide, j'ai pris la décision de m'orienter plutôt vers le dessin animé et de faire des choses vers la bande dessinée, pardon, et de faire des choses plus locales, si je peux bien dire. Ok. Et donc, dans cet esprit-là, tu as créé une maison d'édition Voilà. qui s'appelle Édition Terril. Du Terry, oui. Édition du Terril. Voilà. Ok. Maison d'édition que tu as créée seule. Oui. Seule. Oui, tout à fait. Elle existe depuis quand? Elle existe depuis 2018. J'ai bénéficié d'une aide à la réalisation d'une entreprise. Enfin, c'était une expérience, en fait, pendant 1 an. Et donc là, j'ai construit cette maison d'édition pour me permettre de diffuser les bandes dessinées que j'avais envie d'écrire et pas les bandes dessinées que quelqu'un d'autre me disait de faire. Et c'est ce qui est souvent la situation aujourd'hui dans le domaine de la bande dessinée. Et je voulais raconter des histoires qui parlaient de la région du centre et de la Louvière. Et forcément, compte tenu du sujet, il était fort probable qu'aucune maison d'édition ne veuille éditer un type de projet comme celui-là. Mais comme je trouvais important de le faire et que ça me plaisait bien de le faire comme ça, j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition, quoi. Et donc, c'est pas si compliqué à faire, mais ça me permettait d'avoir vraiment une pleine latitude sur le type de propos que je voulais faire, comment je voulais dessiner, quel format d'album j'étais pour faire. Mais il faut savoir que quand on fait une maison d'édition comme ça, il y a quand même quelques qualités qu'il faut avoir et que c'est pas toujours évident pour qui que ce soit d'avoir toutes ces qualités-là en même temps. T'sais. Il faut être à la fois avoir de la création, avoir des capacités en gestion, avoir des capacités en promotion et en distribution, quoi. S'il faut être capable d'être bon dans tout ça pour pouvoir arriver à faire une maison d'édition. Bon, au niveau de la création, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je me débrouille assez bien. Mais au niveau de la promotion et de la distribution, c'est pas des choses qui sont tout à fait évidentes à faire quand on est seul. J'aimerais bien à l'avenir pouvoir peut-être faire affaire avec une société de distribution déjà pour distribuer un peu plus largement les albums, donc les distribuer au-delà de la région du centre et au-delà de la Louvière. Donc c'est ça l'objectif, hein, c'est de permettre à la ville de la Louvière de rayonner à l'extérieur de ses frontières. C'est ça. Voilà. Ouais. Ben, écoute, on lance un appel. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Oui, effectivement, non. Oui. Moi, au niveau de la promotion, je suis
Ça demande beaucoup d'énergie, Oui, il oui. faut savoir. Et au niveau de la distribution aussi, ça demande une certaine forme d'énergie qui doit être mise là. Et je comprends aussi la situation d'un éditeur qui paye si peu son auteur parce qu'il doit s'affranchir des frais d'impression, des frais de gestion, des frais de distribution, des frais de promotion. Ceci dit, je crois que la plupart des auteurs, des éditeurs ne font pas très bien leur travail pour les nouveaux auteurs parce que de toute façon, ils ont un bagage, etc. Donc au niveau de la promotion, c'est un minimum qu'ils vont faire. Au niveau de la distribution aussi, et les livres passent comme ça, ils sont en kiosque pendant 2 mois, puis après ça, voilà, ton livre est mort, quoi. Si tu n'as pas fait tes entrées pendant ces 2 mois-là, c'est la fin du livre et on passe à autre chose. Ouais. Et donc ça, je ne le voulais pas non plus, tu vois. Et donc, en distribution, ce sera le processus qui sera mis en œuvre. Et donc, moi, quand je ferai un album, si je le donne à un distributeur, il va le prendre, il va le placer pendant les 2 mois dans différentes librairies, et ensuite il va récupérer ses livres. Okay? Mais ceci dit, entre moi qui dépose un livre et une grosse maison d'édition qui dépose 25 livres en même temps, quand le libraire voit que c'est 25 livres avec une promotion canon et qu'on va vendre ces livres-là, comparativement à un petit album qui est distribué à l'unité et qui a beaucoup moins de promotion, on prend ce livre-là, on le met sur une tablette et on n'en parle plus, quoi. Et donc ça, c'est tout un problème d'une démarche dans laquelle les maisons d'édition sont lancées pour l'instant et qui fait que tous les petits producteurs, c'est difficile pour eux. C'est difficile, oui. Donc tu as décidé de te lancer là-dedans pour plus de liberté. Voilà. Mais voilà, ça a un coût, quoi. Ça a un coût, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi je t'ai contacté pour le fait d'avoir un format long comme ça d'entrevue permet d'expliquer un petit peu plus la situation que de le faire en 288 40 caractères sur Twitter, tu vois. Donc ça permet de comprendre la situation de plein d'artistes. Je parle pour moi parce que je suis un artiste qui fait de la bande dessinée, mais il y a plein d'autres artistes dans d'autres domaines qui en arrachent aussi, hein, donc je ne vais pas se le cacher. Hein. Qui ont beaucoup de difficultés pour se diffuser, pour se faire connaître. Beaucoup de difficultés et malgré tout beaucoup de talent. Mais le problème, avec le talent, à chaque fois, c'est toujours ça. Si on prend par exemple le début de la bande dessinée, où est-ce que tu savais dessiner un petit peu, ça te plaisait bien de faire des petits bonhommes ou des petits personnages, et tu allais dans une maison d'édition et si tu avais un minimum de talent, on t'engageait parce que le métier était nouveau. Hein? Mais aujourd'hui, il y a tellement de dessinateurs qui veulent faire de la BD que cette situation-là est beaucoup plus difficile pour un artiste qui voudrait commencer. Et donc, il a beaucoup moins de publicité parce que le métier fait que tous les albums sont fractionnés un peu partout. Et il y a tellement de pub qui est faite pour tout que pour un auteur, aujourd'hui, c'est difficile de se lancer. Quoi. Ouais. Alors, sur ta maison d'édition, donc tu as sorti 2 choses. D'abord, il y a une publication périodique, un mensuel qui s'appelle Les Contrées du Centre. Les Contrées du Centre. Oui, donc, si tu me dis si je me trompe, c'est un récit illustré qui mélange du fantastique avec des références historiques. Exactement. Avec pour décor la région du centre. Voilà. Enfin, je voulais, dans ma folie, je veux toujours faire une série d'histoires, donc il devrait y avoir peut-être au moins une douzaine. Désolé, je ne peux pas rechercher de film ou de série télé par sujet. Mais je peux rechercher un titre, des acteurs, des réalisateurs et des genres. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Ouais, c'est les aléas des directs. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Couper série. Voilà, merci, au revoir. Donc, on disait, voilà, mon objectif, c'était d'arriver à faire au moins une douzaine d'histoires différentes. Donc, ça voudrait dire 12 tomes. Et un tome étant sur une année, ça veut dire que j'étais parti pour 12 ans à faire ces histoires-là de récits illustrés. Et chacune des années reprendrait
une des contrées, ou donc une des régions du centre, et les personnages qu'on suivrait d'année en année, on les verrait évoluer dans un nouvel environnement. Et à chaque fois, ça voulait dire pour moi, par numéro que je faisais, il fallait que j'aille dans une de ces villes, d'une de ces régions-là, et de prendre des photographies, des références visuelles, pour pouvoir les intégrer dans mon histoire à moi, en les transformant pour leur donner un maximum d'effets médiéval, tout en sachant bien qu'on n'est pas dans un environnement médiéval, mais on est dans un environnement industriel du 19e et du 20e siècle, quoi. Donc il fallait trouver des façons de faire, de transformer cela en imaginaire fantastique, quoi. Et de suivre ces personnages-là de fois en fois. Et donc, pour la première année, donc, j'ai fait sur la Louvière, mais bon, comme la Louvière n'a pas toujours porté ce nom-là, hein. Au tout début, ça s'appelait Menoleu, et donc j'ai utilisé ce nom-là, et de temps en temps, j'ai créé des noms aussi qui étaient proches des noms qu'on a actuellement, et les personnages qu'on suit ont fait le tour de la Louvière, de la région de la Louvière, hein, et puis pour arriver à la fin dans la ville de la Louvière. Et donc voilà, ça a été pour la première année, c'était ça qui était fait pour les contrées du centre. Mais même avant ça, j'ai fait ce que j'appelle un web roman, et donc c'était présenté sous forme de pages, et ça racontait l'histoire d'un type qui achète une maison, et dans son jardin, il y a une espèce d'atelier comme ça, et il découvre par hasard une ouverture qui le mène dans une grotte fantastique où il y a des énormes bibliothèques. Et dans ces textes-là qu'il réussit à déchiffrer sont les histoires des contrées du centre, quoi. Donc c'est une espèce d'introduction aux contrées du centre. Ok. Voilà. Ok. Super. Et donc, il y a chez toi un grand travail de recherche sur des faits historiques, sur des lieux, etc. Pourquoi en fait pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Donc, tu profites de tes récits un petit peu fantastiques, un petit peu loufoques pour donner un petit peu, je ne vais pas dire des leçons d'histoire, mais de ramener un petit peu l'histoire à l'avant. Il y a plusieurs choses. Déjà, je trouve l'histoire passionnante, hein. Il y a des choses. On dit souvent qu'on apprend de l'histoire et que, pour ne pas répéter les mêmes erreurs à chaque fois, ça, j'ai des doutes parce qu'on se répète continuellement. Mais oui, l'histoire, je la trouve fort intéressante. Ça parle de l'humain. Ça parle de comment est-ce qu'on réagit aux événements qui nous entourent, tant au niveau politique que sociaux, etc. Mais donc l'histoire, pour moi, c'est important à ce niveau-là, parce que j'apprends sur cette histoire-là, moi personnellement. Je m'émerveille par rapport à ça aussi, parce que c'est une notion qui est très importante de s'émerveiller. Il ne faut jamais l'abandonner durant toute notre vie. Et autre raison, ça me permet de raconter une histoire qui est inspirée de choses qui sont basées sur du réel. Et finalement, parce qu'on parle d'histoire de la Louvière et de la région du centre, c'est une base, pour moi c'était dans ma stratégie commerciale, d'avoir une attache proche du sujet que je faisais, pour la simple et bonne raison que quand on parlait de promotion et de distribution, c'est déjà plus facile de distribuer localement et de faire une promotion locale que de faire une promotion au niveau de la Belgique ou au niveau de la France, quoi. Et donc voilà, c'était un petit peu pour ça que j'ai intégré des notions d'histoire dans mes créations. Ok, chose que tu fais aussi dans la BD, qu'on voit à l'image là, Mileux, opération numéro 1. Voilà.
Donc c'est pareil, c'est les aventures de Mileux. Donc c'est un personnage que tu as créé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu? Est-ce qu'il a un côté... Enfin, est-ce que Mileux, c'est toi? Oui, Mileux, Ouais. c'est moi. Ouais. Enfin, oui, c'est moi. C'est une personne étrangère au lieu qui arrive ici et qui... Enfin, ce que je suis en train de dire n'est pas expliqué dans ce premier numéro parce que dans ce premier numéro, je voulais raconter une histoire qui avait une relation avec le numéro 1, compte tenu que c'est le numéro 1. Mais dans la prochaine histoire, je vais raconter l'histoire de la première fois où Mileux est arrivé à la Louvière. Et ça raconte beaucoup le fait que c'est un étranger qui arrive ici et qui n'a pas le choix d'être ici. Il doit répondre on le charge d'une mission et il doit accomplir sa mission. Mais oui, effectivement, Mileux, c'est un peu moi où j'ai un regard par rapport à l'environnement dans lequel je vis, à la société dans laquelle je vis, et j'essaie de la transposer pour que ce soit compréhensible pour les gens qui sont ici. C'est comme si je me disais, voilà, dans ma peau d'étranger, même si, bon, il y a des étrangers qui sont moins bien que moi au niveau de leurs conditions de vie, moi, je n'ai pas à me plaindre, mais ma vision de la Belgique et de la Louvière, voilà, c'est comme ça que je la vois. C'est comme ça. Ok, super. Et donc le nom Mileux? Mileux, c'est un leu, en wallon, c'est un loup. Et comme moi, je ne suis pas tout né ici, je ne suis pas tout à fait un loup, donc je suis un demi-loup. Et donc Mileux, voilà, c'est la moitié d'un loup. Ok, super. Et où est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver ça sur ton site? Oui, Terril. quand on parlait aussi de problèmes de distribution et voilà, et de promotion, il y a sur le site édition sans accent avec S, trait d'union, Terril, T-E-R-R-I-L, ça c'est la maison d'édition. Là, on peut le commander. Il est disponible aussi dans différents commerces de la Louvière. Dernièrement, je crois qu'on est distribué aussi dans un autre qui n'est pas à la Louvière. Mais ce serait un peu compliqué d'énumérer où est-ce que je suis distribué. Mais je suis entre autres chez BD Bill, chez Centrissime, l'air du Vrac, enfin tout plein de commerces ici dans la Louvière, quoi. Ok, c'est bon à savoir pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Alors, tu en as touché un mot, mais comment se porte la BD dans le monde d'aujourd'hui? Ouais. Et quel est l'avenir de la BD? L'avenir de la BD est resplendissant pour moi, mais il faudrait savoir ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle d'avenir de la BD. Dans les temps de crise que l'on vit pour l'instant, la BD ne s'est jamais aussi bien portée. Plein d'autres secteurs de l'édition ont subi une baisse de leurs ventes, sauf le domaine de la bande dessinée. Hein, et c'est on parle de centaines de millions d'euros dans l'industrie, plusieurs centaines de millions d'euros dans l'industrie de la bande dessinée chaque année. Hein. Mais quand on parle d'avenir de bande dessinée, on se demande de quel avenir de la bande dessinée. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont faites par des artistes et qui sont issus de l'Asie, qui font des mangas. J'ai rien contre le manga, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est un art comme un autre. Mais quand on regarde dans les conditions dans lesquelles les mangas sont faits là-bas, c'est pas facile d'être en compétition avec des gens comme ceux-là. Ils doivent produire 30 pages de BD, sinon 45 pages de BD par mois. Et ces produits-là sont déjà vendus dans les pays d'où ils proviennent.
Et puis après ça, ensuite, ils sont exportés et les maisons d'édition européennes les rachètent pour des bouchées de pain et les distribuent et les vendent, etc., quoi. Et donc, une grande part du marché de la bande dessinée aujourd'hui qui est accaparée par les mangas. Ok. Donc, ça, on parle toujours au niveau papier. Hein. Mais et il y a une part, certainement une plus petite part, qui viennent d'Europe et principalement de France. Et on diversifie encore la possibilité pour les gens d'avoir accès à ces bandes dessinées-là en utilisant justement les capacités que le numérique nous offre. Hein. Et donc, de plus en plus, il y a de bandes dessinées qui sont lues sur des smartphones ou sur des tablettes. Et donc, pour l'avenir de la bande dessinée, il est merveilleux. Pour l'avenir des artistes qui font de la bande dessinée en Europe, c'est autre chose. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, donc la BD tire son épingle du jeu dans le monde de l'édition aujourd'hui, et c'est principalement dû au manga alors. Oui, manga et les comics américains, hein, qui sont... Oui, faut pas les oublier non plus. Qui ont en plus, eux autres, une machine promotionnelle épouvantable. Hein, quand tu regardes tous les Marvel et tout ça, qui font des spin-offs avec des films qui sont probablement encore plus vus que les bandes dessinées originales. Hein. Et donc là, il y a des sous qui... faramineux. Et les maisons d'édition d'ici font juste racheter les droits, mettre une version française là-dessus et les revendre. La maison d'édition là-dessus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a absolument rien fait de créatif. Elle a juste transformé du texte, apposé son logo là-dessus et l'a vendu. Et comme il y a une demande pour les comics et pour les mangas, eh ben, ils font des sous là-dessus. Mais est-ce qu'ils pensent même qu'ils aident des artistes en Asie? Ils ne pensent même pas à ça. Ce sont des hommes d'affaires, hein, des marchands avant tout. Hein. Donc ils n'en ont rien à cirer de la perpétuité... je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de la pérennité de la bande dessinée européenne. C'est le moindre de leurs soucis, je crois. Donc on a un petit peu là le fait, on pourrait dire que c'est la globalisation qui touche la BD. Oui, mais écoute, par rapport à la globalisation, on en dit beaucoup de mal, mais on peut en dire beaucoup de bien aussi. Ça, c'est peut-être un autre sujet, mais je pense qu'il y a des choses positives dans la globalisation. Je crois que si on doit un jour pouvoir se comprendre, c'est qu'on doit d'une certaine façon parler le même langage, tout le monde. Et à partir du moment où est-ce que tu ne connais pas l'autre, il y a déjà des barrières qui s'installent, tu vois. Donc je pense que la globalisation à ce niveau-là est importante, mais je pense aussi que c'est comme quand tu apprends, quand tu nais dans un environnement, peu importe lequel, et que tu apprends un second langage, ça doit être la même chose pour la culture, hein, où est-ce que d'un côté tu as ta culture, mais il y a une culture globale aussi qu'on doit saisir parce qu'on doit la comprendre. Là où c'est problématique, c'est quand la culture de masse étouffe la culture plus locale, quoi. Ça, c'est ça le problème. Et donc, il faut être vigilant à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des avantages à être global et il y a des avantages à être local. Oui, tout à fait. Mais c'est juste que voilà, maintenant, aujourd'hui, dans le monde de la BD, pour qu'un Européen vienne avec quelque chose de nouveau et s'affirme sur le marché, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il est soumis à la concurrence des mangas, des Marvel, etc. Oui, et en plus, parce qu'il y a en plus le problème aussi que il y a les mangas, il y a les comics américains, mais il y a tout aussi les classiques européens. Qu'on réédite tout le temps parce que ce sont des vaches à lait. C'est vendeur, oui. Et donc voilà. Et donc, quand est-ce que les auteurs peuvent arriver avec leurs produits et le vendre? Et innover, oui. Donc, c'est un grand défi. Et je pense que la solution, finalement, pour tous ces artistes, c'est de voir le problème inversement, où est-ce qu'il ne faut pas espérer pouvoir vendre partout dans le monde, mais il faut espérer que les gens qui sont dans ton environnement
prennent conscience que c'est important que notre environnement rayonne, et une partie de ce rayonnement-là passe par les artistes, et donc il faut les encourager. Voilà. D'où ta démarche de partir de la région du centre. Oui, ça fait sens. Et donc, tu fais de la BD, mais pas seulement. Hein, tu as de multiples casquettes, le design, le layout, storyboard, tous les anglicismes. Bah ouais, malheureusement. Dessin, donc la 3D, images de synthèse. Donc, encore une fois, tu es un artiste à multiples casquettes. Alors, le design, ça consiste en la création de décors, c'est ça? C'est ça, ça dépend parce que si on parle du dessin animé, hein, j'ai été designer dans le domaine du dessin animé, il y a au moins 3 grandes sortes de designers. Il y a les designers de personnages et costumes, tu as les designers d'objets et tu as les designers de décors. Et donc moi j'étais plutôt spécialisé dans les designs de décors, j'ai commencé ma carrière comme ça, quoi. Ok. Tu as travaillé d'ailleurs sur plusieurs longs métrages, la liste est longue, et pour certains clients prestigieux tels que Disney. Oui, j'ai travaillé pour Disney, mais il faut faire une parenthèse, je n'ai pas travaillé dans le domaine du dessin animé pour Disney. Et donc j'étais dans les produits dérivés, et donc à l'époque, certains s'en rappelleront, existait ce qu'on appelle des CD-ROM. Et quand il y avait des jeux vidéo qui sortaient, ils sortaient sur CD-ROM, et donc sur disque. Et pour raconter un petit peu l'histoire, je travaillais à l'époque, juste avant ça, dans le domaine du dessin animé à Montréal. Et j'avais travaillé pour une société qui avait eu le contrat en coproduction avec la France de faire une série de 13 épisodes pour Spirou. Et donc j'ai travaillé cette première année-là pour cette société. Et c'est un style qui me correspond beaucoup. Franquin, ça a été mon premier coup de foudre, et ça reste encore pour moi un des meilleurs dessinateurs au monde. Et j'étais très sensible à ce style de dessin-là. Et étonnamment, on avait développé des techniques qui me permettaient de travailler. On était 4 personnes qui faisaient du layout là-dessus, et sur les 4 personnes, je faisais probablement à chaque fois la moitié de l'épisode à moi tout seul. Okay? Parce que j'étais vraiment dans le style comme ça. J'arrivais à 9h le matin. De 9h à 10h, c'était cool. Je prenais mon café, je prenais méditer un petit peu, je mettais mes écouteurs. Je mettais une musique qui passait en boucle pendant toute la journée, pendant toute la semaine, pendant tout le mois des fois. Et à partir de 10h, je commençais à travailler, bosser, jusqu'à 5h. Et je faisais vraiment... ça allait super bien. Les salaires allaient super bien aussi, parce qu'on était payé au dessin. Et donc, j'ai fait une première année comme ça. Et après, ça s'est arrêté. Et l'année d'après, on a refait une deuxième année de Spirou. Et ça a été super bien encore. Et après ça, il y a eu un petit creux. Et ensuite, je suis retombé sur une nouvelle production qui s'appelait Fennec. Et pendant que j'étais en train de travailler sur Fennec, dans le centre-ville de Montréal, un téléphone qui sonne, puis c'est un type qui dit il parle en anglais, il dit je vous contacte au nom d'une importante société américaine, et votre nom a circulé, donc cette société-là serait intéressée de savoir si ça vous plairait de travailler aux États-Unis, et dans quel cas il faudrait envoyer 3 ou 4 dessins que vous avez faits, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai envoyé ces quatre dessins-là. Et le type m'a rappelé plus tard en disant la société serait intéressée à vous rencontrer. Et c'est la société Disney. Et donc là, on me payait billets d'avion, on me payait la voiture et l'hôtel pendant que j'étais là. Et pendant 3 jours, je suis resté à Los Angeles et je devais rencontrer d'autres directeurs artistiques de projet. Et donc j'en ai rencontré 9 pendant 3 jours, plus la personne qui parlait des human resources, les ressources humaines, qui parlaient de me connaître un petit peu avant de me faire une offre. Et donc ils m'ont fait une offre, et quand je suis revenu à Montréal, et j'avais déjà une fille,
mon épouse, qui est louviéroise, était enceinte. Et donc, on a pris la décision d'y aller, malgré qu'elle n'était pas tellement intéressée d'aller se perdre dans un environnement tout à fait anglophone, comme elle ne se débrouillait pas très bien en anglais. Et on est allé, on a vécu cette expérience-là pendant 1 an, et j'étais responsable. Pour commencer, pendant le premier mois, j'ai absolument rien fait, quoi. C'était faire le tour des studios Disney, faire le tour des studios d'animation. Enfin, j'ai promené un petit peu partout comme ça, faire le tour des studios où est-ce que tu avais les Oscars que Disney a gagnés, quoi, puis partageait ça, et on montrait. Et donc j'ai eu dans mes mains un Oscar, je pense que c'était l'Oscar de Pinocchio. Et donc j'étais là, ouais. Ça fait quand même tout un effet. Et après ça, et donc là j'ai travaillé le reste du temps pour commencer à faire du développement sur Alice au Pays des Merveilles, un CD-ROM de jeux. Ensuite, un autre sur un programme de dessin Mickey Mouse. Puis ensuite, seulement, on m'a mis sur un projet d'envergure plus important, sur un film qui était pour sortir encore, qui n'était pas sorti, qui s'appelait Mulan. Donc j'ai travaillé sur le CD-ROM de Mulan comme responsable visuel, quoi. J'avais des gens sous mon autorité, puis on gérait le projet d'un bout à l'autre, quoi. Super. Belle expérience, donc. Tout à fait. Donc, travailler pour Disney, c'est une forme de consécration. Oui. Ouais. Oui. Bah oui. C'est pas tous les jours que. Surtout qu'on m'a invité, quoi. C'est pas moi qui ai fait les démarches pour pouvoir. Non, donc ça veut dire que déjà avant, même si moi j'ai de la difficulté à le croire, parce que j'ai toujours, je sais pas si c'est fait partie de mon humilité ou de ma personnalité, mais j'ai toujours considéré que j'avais pas un énorme talent au niveau du dessin. Et le fait qu'une société comme ça t'appelle, ça veut quand même dire quelque chose. Oui, c'est la reconnaissance. Oui, ça m'a fait forcément plaisir, quoi. Ouais. Et on a hésité à y aller, hein, parce que bon, mon épouse était enceinte, elle se dit, on se lance, quoi. Là, moi j'avais un contrat pour 3 ans, en fait pour 1 an, renouvelable chaque année pendant 3 ans, puis ensuite c'est un contrat à durée indéterminée. J'étais sujet à avoir la carte verte pour le temps de mon travail et les assurances médicales qui venaient avec cette carte verte-là. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an et à la fin de la première année, 2-3 mois après que je sois arrivé, il y avait une grande réunion de tous les employés qui étaient là, et on était 300 personnes et à cette annonce-là, c'était paf, il y en avait 100 qui partaient, quoi. Il y avait le tiers qui partait parce que la société, elle était à la fin de son premier plan quinquennal, donc un plan de 5 ans, et elle n'avait toujours pas fait de profit. Et donc on s'était débarrassé de 100 personnes, il en restait 200. Et donc moi je dis, bouf, j'ai un contrat d'1 an, et après 3 mois, les gens sont partis, donc je vais peut-être m'en sortir. Et après 1 an, j'ai été remercié, puis 2 semaines après, le reste des gens étaient remerciés d'un coup. Il restait une dizaine de personnes seulement à la fin, quand la purge a eu lieu, quoi. Wow. Et donc, mais comme moi j'avais un contrat d'1 an seulement et qui n'avait pas été renouvelé, donc la date où est-ce que ça s'arrêtait, je n'avais plus d'assurance maladie pour mes enfants, qui était très important, donc il fallait se caper rapidement. Et donc on est revenu pendant 2-3 mois à Montréal, et puis après ça, on est venu s'installer à la Louvière, quoi. D'accord. Tu aurais continué sinon? Oui, j'aurais continué au moins 3 ans. Hein. T'arrivais comme ça. Moi, je commençais plus tôt et je terminais donc plus tôt. J'avais peut-être ma petite carte magnétique pour rentrer, tout ça.
Et quand je terminais, moi, je terminais vers 4h, 4h15. Et donc, mon épouse venait me chercher, Daniel, et j'arrivais à l'endroit qu'on avait loué. Je montais les marches, je mettais mon costume de bain, et puis je plongeais dans la piscine. Je fais ça pendant toute l'année avec les petits palmiers. J'avais l'impression de travailler, puis ensuite de tomber en vacances pour le reste, et de recommencer le lendemain, quoi. Puis j'allais travailler à pied, moi, donc c'était aussi une forme de marche et de méditation avant de commencer à travailler. C'était extraordinaire, quoi. Super. Alors, je ne pourrais pas passer en revue tous les projets auxquels tu as participé parce que sinon on va y passer la journée. Mais voilà, tout est sur ton site. Oui, ceci dit, le site c'est Cloutier Cartoon, hein, CLOUTIER-CARTOON.be. Ça, c'est mon site professionnel. Quand je fais des démarches pour trouver du boulot, c'est là qu'on va chercher les références, quoi. Alors, moi, j'en ai relevé 2-3. Bon, il y en a une qui me touche personnellement, c'est que tu as travaillé sur la série télé Flash Gordon. Ouais. Bon, c'est un souvenir pour moi parce que c'est la première fois que j'ai été au cinéma, c'était pour voir Flash Gordon. Oui, mais toi, tu as vu le film en live, et moi, j'ai travaillé sur le dessin animé, la série de dessins animés, quoi. Et donc, c'était... Ça n'a pas toujours été facile. Moi, je me considère comme artiste maintenant parce que je fais mes propres créations, mais quand je travaillais dans le domaine du dessin animé, je ne me considère pas vraiment comme artiste, mais je me considère peut-être plus comme interprète. Donc je prends les informations que quelqu'un me dit et je les interprète comme il faut pour que ce soit filmé. Et donc le travail d'interprétation sur ce Flash Gordon sur lequel j'ai travaillé était cauchemardesque. Hein. C'était le type, il voulait faire une... C'est ça qui est... C'est aberrant. Le type, il voulait faire une série sur Flash Gordon. Mais l'objectif, c'était pas faire une série sur Flash Gordon. L'objectif, c'était de vendre des jouets. Et donc, on faisait des jouets de Flash Gordon, puis après ça, on faisait un dessin animé en fonction de ça. Mais le problème, c'est qu'on créait les jouets en même temps qu'on faisait le dessin animé, et qu'on n'était pas synchro. Et donc, on faisait des designs. Moi, je faisais des designs à cette époque-là. Je faisais des designs, mais les designs ne correspondaient pas aux jouets, ou ils faisaient des jouets qui ne correspondaient pas aux designs, il fallait recommencer tout le temps, c'était l'enfer, et le type, il voulait avoir des écailles partout pour montrer que c'était des méchants, en fait, c'était... Donc en fait, c'était l'inverse, on se servait de vous comme outil promotionnel. Exactement. Pour vendre ça les s'est jouets. Souvent fait, hein, surtout dans les années 50, 60, c'était que ça, hein, c'était pas le dessin animé était un support promotionnel, c'était pas... non, ça a changé à ce niveau-là pour le mieux, je pense. Aujourd'hui, on raconte des histoires parce qu'on a envie de raconter des histoires. Et s'il y a des produits dérivés qui doivent être faits, on les fait par la suite, quoi. Mais pas l'inverse. Ok. Tu as travaillé aussi sur des spectacles de Franco Dragone? Oui, quelques-uns, mais j'étais toujours engagé comme contractant, donc je travaillais sur de courtes durées à chaque fois, quoi. D'accord. Où là, ton rôle, c'était... Faire ce qu'ils appellent des 4x4, donc c'était 4 cases où est-ce qu'on raconte une histoire, et c'était la base de ce sur quoi Franco se basait pour raconter l'ensemble de son histoire qui était pour apparaître dans son spectacle, quoi. Okay. Donc à chaque fois, c'était de trouver une idée. Il y en a une que j'étais particulièrement content, où est-ce que c'était... le début de ces shows, mais je ne me rappelle plus lequel, où est-ce que c'était dans le désert comme ça, et sur le bord de la mer, je pense que c'était Dubaï certainement, et j'avais dessiné comme ça une espèce d'illusion où est-ce que tu avais la mer qui baignait la plage, puis ensuite apparaissait une coquille, un coquillage, puis le coquillage s'ouvrait, puis à l'intérieur tu avais un enfant qui dormait, mais avec une perle autour de lui, quoi. Donc c'était peut-être une bonne façon de commencer un show, tu vois. Ça commence lentement, puis après ça, lui pouvait découvrir d'autres histoires par rapport à ça, quoi. Et est-ce que tu allais voir les spectacles ou... J'ai jamais vu un spectacle. Non, jamais. Non, donc non. Tu ne sais pas ce que ça a donné en réel au final. Non. Ok.
Tu as travaillé aussi récemment sur des films d'animation en 3D, Ouais. c'est ça, avec une société De Bruxelles qui s'appelle N-Wave, de Ben Stassen, où est-ce que les premières fois où j'ai travaillé pour lui, on travaillait sur Samy la tortue. Ça va peut-être dire quelque chose aux jeunes qui nous regardent. Et donc, à l'époque où on allait au cinéma, tu vois, ces grandes places où il y a eu l'écran. Et donc, eux, ils devaient mettre des lunettes 3D pour pouvoir l'animation en 3D. C'est d'ailleurs un des précurseurs, Ben Stassen, un des précurseurs de la 3D, du renouveau de la 3D, même aux États-Unis. Hein. Ils ont des sociétés aux États-Unis et donc ils distribuent aux États-Unis. Et donc, j'ai travaillé sur les 2 premiers Samy. J'ai travaillé aussi sur La Maison Hantée. Les 2 premiers Samy, je faisais du storyboard, et La Maison Hantée, j'étais au design. Donc, et c'est un cauchemar parce qu'il y avait du brol partout dans cette maison. Tu imagines une maison hantée, mais c'est une maison hantée d'un ancien animateur de cirque. Et donc, tous ces trucs de cirque, il les a mis dans sa maison hantée. Et donc, il y avait des trucs partout. Et donc, oui, j'ai fait ça. Et le dernier que j'ai travaillé sur, participé à Robinson Crusoe, je pense qu'il s'appelle, le titre. Mais c'est l'histoire de Robinson Crusoe avec, vu dans les yeux de perroquet ou tout ça, quoi. Ou Vendredi, je ne sais pas les titres. Parce qu'en général, quand on travaille sur des productions, c'est un titre. Et quand tu arrives à la fin, le titre a complètement changé. Donc, je ne fais pas trop un suivi là-dessus, quoi. Ok. Et maintenant, si on s'arrête maintenant et qu'on fait un arrêt sur ce que tu as déjà réalisé, quel est le projet dont tu es le plus fier et pourquoi? Ouais, le projet pour lequel je suis le plus fier, c'est les projets qui me sont les plus proches de moi, hein, les plus personnels. Donc, probablement, c'est celui-là. Et je serai encore plus fier du deuxième, parce qu'il n'y aura pas les imperfections qu'il y a dans le premier, et ça va aller en s'améliorant. Mais pour ça, il faut d'ailleurs que j'ai de l'aide pour pouvoir le faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est, comme je te dis, c'est une fierté personnelle. Mais quand on parle de fierté aussi, on parle du regard des autres sur le travail que tu as fait. Et si je pense à cette sorte de fierté-là, forcément, c'est le fait d'avoir travaillé chez Disney, quoi, comme je disais tout à l'heure, mes parents n'ont jamais été trop pour le fait que je passe ma vie dans le domaine du dessin. Ça ne rapportait pas assez, c'était pour être une vie misérable, etc. Je peux les comprendre d'ailleurs, parce que la vie n'est pas toujours facile à ce niveau-là, mais quand c'est gravé à l'intérieur de toi que tu dois faire ça, tu aurais beau entendre tout plein d'oppositions, tu vas le faire quand même. Et donc, oui, si je parle de cette fierté-là, le fait d'avoir travaillé pour Disney et le regard que les gens portent sur cette victoire et sur moi, ça c'est ma fierté professionnelle, je dirais. Voilà. Ça a rassuré ta famille? Rassuré, non, parce que bon, ça a été une étape dans ma vie. Hein. Il y en a eu d'autres après ça n'a pas toujours été facile. Mais non, c'est un sommet de dire oui, j'ai travaillé pour cette société-là. D'autant plus que je n'ai pas fait les démarches pour aller travailler là-bas. On est venu me chercher. Donc, je me pince souvent pour dire est-ce que j'ai vraiment été travailler là-bas. Mais quand je regarde mon fils qui est né là-bas, je me dis oui, finalement, c'est un Américain, donc ça doit être vrai. Ah oui, il est américain? Ah oui, lui il est américain et canadien, et il est belge, donc européen. Donc il a l'opportunité de travailler partout en Europe, partout au Canada, partout aux États-Unis. Ah ouais, super. Et il travaille à la Louvière. Ah ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hein. Non, l'important c'est, je leur dis à mes 2 enfants, prenez des risques s'il faut, mais ayez vraiment envie de faire ce que vous voulez faire, quoi. Ne vous contentez pas d'être dans une situation où est-ce que vous êtes là à bouffer, quoi, parce que c'est pas ça c'est pas ça la vie.
C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il n'y en a qu'une vie. Hein. Moi, je ne suis pas croyant, donc la vie d'après, donc c'est pendant qu'on est là qu'on a envie de le faire, on le fait, quoi. Ouais. Ça, c'est primordial. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Et s'ils en ont marre d'être à la Louvière, ou s'ils en ont qui bougent s'il faut, s'ils en ont les capacités, le potentiel, mais c'est pas tout le monde qui a les capacités, le potentiel pour le faire non plus. Ben ça, l'important, c'est de se réaliser, de s'accomplir dans ce qui nous anime, quoi. Ouais, ce qui nous anime, c'est le bon terme. C'est vrai. Ouais. Alors, tu réalises aussi des photographies impressionnistes qui sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup, bien gentil. Alors, donc au premier regard, on n'a pas l'impression que c'est des photos, on dirait que ce sont des aquarelles. Est-ce que tu veux bien dire un petit peu comment tu t'y prends? Ouais, c'est pas, je dirais, c'est pas trop compliqué. Je pense qu'il faut déjà avoir une base de photographe, une vision. Il faut avoir un œil qui, au travers de la caméra, qui puisse exprimer quelque chose. Ça, c'est la base. Tu aurais beau être un super photographe avec la super grosse machine, si tu ne sais pas exprimer quelque chose avec ton image, elle ne touchera pas les gens, et donc ça ne sert à rien de faire de la photographie. Mais quand tu fais une photographie et que tu communiques une idée ou une beauté, que ça passe au travers de la photographie, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends cette photographie-là et je la transforme encore un peu plus en utilisant un bête petit programme, puis en ajustant de façon très précise le degré d'effet que je veux avoir pour rendre cette image-là encore plus parlante, quoi. Ça simplifie les détails, j'augmente aussi la luminosité, la saturation des couleurs pour permettre d'arriver à un résultat qui est déterre comme ça. Toi, c'est très, très, très léger, tout en ayant une force brute dans les couleurs, excuse-moi. Et donc voilà, c'est grosso modo ces photographies-là, et j'aimerais ça arriver à pouvoir les distribuer pour pouvoir me permettre de gagner des sous et pour pouvoir ensuite faire les bandes dessinées que j'ai envie de faire. Mais je viens d'en imprimer des très très grands formats comme ça. Et que j'ai commencé à vendre à très 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 petit prix. Il y a des petites imperfections, c'est pas précis, etc. Mais l'image est extraordinaire et c'est un prix pour les premières qui va être ridiculement bas. Et c'est un truc qui ne peut pas être mis dans un cadre, c'est trop grand. Donc c'est un truc à clouer avec des tout petits clous très 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 discrets. Si tu as un grand mur que tu veux mettre une image, ça sera l'image idéale. Et à chaque fois, il y aura dans le bas juste un court texte qui dit à la Louvière, quoi. Donc ce seront des images prises à la Louvière par un auteur, artiste louviérois d'adoption. Ben, ce serait bien que la ville en achète quelques-unes, parce que ça met bien en valeur la ville. Même pas, parce que honnêtement, je trouve que c'est pas assez cher pour que la ville en achète. Moi, je voudrais bien qu'elle achète des choses qui valent plus cher encore, parce que j'ai quand même... Ben voilà, hein, j'ai du matériel à vendre s'il y en a qui veulent acheter des choses, mais là, c'est vraiment plus pour... Comme ce sont des très grandes images qui sont très parlantes, je voudrais qu'elles prennent place chez les gens, plutôt que de prendre place dans un tiroir, toi. Okay. Et donc, quand tu arrives chez quelqu'un, puis le premier coup, c'est un coup de poing dans la gueule avec une image comme ça, paf! Tu vois, c'est quoi ça? C'est qui fait ça? Et d'avoir des références pour que les gens reviennent vers le site et que soit te recommandent des nouvelles photographies ou commandent l'album, parce que moi, j'ai besoin de vendre aussi, hein. Je suis un commerçant aussi. Et donc, je pense que ces photographies-là vont servir à ça, comme ce que je fais pour l'instant aussi.
dans le cadre du 2e album que je suis en train de faire, qui va concerner Idel Jankélévitchi, le sculpteur. Je suis chaque semaine au musée Jankélévitchi pendant une demi-journée à faire des croquis. Et je diffuse ça une fois par semaine sur ma page Facebook. Je montre le croquis que j'ai fait. Et à chaque fois est associé à ça le logo Mileux, pour que dans l'imaginaire collectif, cette image du logo soit ancrée, parce que les gens n'achètent pas des choses qu'ils ne connaissent pas, ne consomment pas de choses qu'ils ne connaissent pas. Oui. Quand tu vas acheter un Tintin, c'est parce que tu connais Tintin depuis longtemps, etc. Et de créer une image de marque qui soit reconnaissable, ça prend beaucoup de temps. Et donc le fait de diffuser chaque fois cette image de marque me permet de gagner peut-être un peu plus de reconnaissance sur le long terme, quoi. Et donc ces croquis-là sont faits une fois par semaine au musée Jankélévitchi jusqu'à probablement fin avril. Donc si vous voulez venir me voir, il est encore temps. Tous les jeudis, après-midi à partir de 14h, au musée Jankélévitchi, quoi. Voir un dessinateur dessiner. Si vous voulez voir quelque chose sur la feuille de papier, il faut arriver vers la fin de la journée, parce que avant ça, la feuille sera blanche. Hein? Ouais, normal. Ouais. Et voilà. Et donc, si les gens sont intéressés par tes photos, donc ils peuvent te contacter. Ils peuvent me contacter Facebook. Et je diffuserai aussi, distribuerai chez Centrissime. Okay. Donc au centre-ville, donc si vous voulez aller l'acheter là plutôt, vous êtes le bienvenu pour le faire. Il n'y en aura pas des tonnes, mais la première, c'est l'appel, qui est aussi en plus l'occasion de faire la promotion du prochain album de BD, de Mileux. Alors tu as également réalisé, enfin tu as participé à cette idée de embellir des surfaces commerciales inoccupées. Oui. On peut les voir dans le centre-ville. Avec, on pouvait les voir. Oui, certaines on peut les voir encore, mais... ouais. Et donc toi tu en as réalisé également? Oui, j'en ai une. D'où est venue cette idée? L'idée est venue de l'ASBL Centre-Ville, qui se charge de faire la promotion sous toute forme des attraits du centre-ville, des commerces, et pour inviter les gens à venir au centre-ville plutôt que d'aller s'expatrier dans les grandes surfaces. Initiative noble à mon avis. Et donc cette ASBL-là m'a contacté pour pouvoir et me demander si j'y étais intéressé à afficher certaines de mes illustrations dans une grande vitrine du centre-ville qui était à vendre et qui était inoccupée. Et donc pour mettre un peu plus d'animation dans le centre-ville, c'était une façon intéressante de varier les images plutôt que de montrer un magasin vide. Et donc j'ai accepté, mais moi je leur ai dit, comme je lance un album BD prochainement, j'aimerais ça que les illustrations à l'intérieur de la BD se retrouvent sur ces vitrines-là. Et donc j'ai refait une couleur, parce que les couleurs à l'intérieur, ici le premier, les couleurs sont très neutres, beaucoup dans les teintes de bleu, et donc j'ai refait les couleurs pour la plupart des illustrations qui étaient là. Et donc j'ai eu 2 grandes vitrines et la double porte d'entrée pour pouvoir me mettre mes illustrations, quoi. Ok. Alors on va parler un petit peu de choses plus générales. Donc on est dans cette crise sanitaire où le secteur culturel a été quand même, je ne parle pas au passé, est fort impacté. Ouais. Les artistes, les gens du spectacle. Ouais, tout le monde, hein. Ouais. Sauf Amazon et compagnie. Après, bon, voilà, on est impacté à des degrés différents. Ouais. Je veux dire, moi, je n'ose pas me plaindre comparé à d'autres. Je pense notamment aux coiffeurs, aux gens du spectacle. Et alors, quel regard tu portes là-dessus, sur la condition des artistes en général ou chez nous, ou sur le regard
qui est porté par les gens sur les artistes. Oui. C'est vaste. Oui, hein, c'est vaste. Au moins couper ça en deux. Bon, la première partie. Moi, je sais pas. Compte tenu de ma nature et de ma personnalité, je trouve mon énergie dans le fait d'être seul, d'être isolé, dessiner, rêver. Chose qui... Il devrait y avoir un métier, ça serait rêver, ça, je pense que ça serait mon... Ouais. Et donc, j'ai besoin de ce temps-là et le COVID n'a rien changé à ma situation. À ce niveau-là, avant Covid, après Covid, pendant Covid, pour moi, rien n'a changé. Ce qui a changé, par contre, c'est les opportunités de travail. Parce que en général, quand tu as des studios qui te contactent pour travailler, comme moi j'habite à la Louvière, la plupart des anciens contrats que j'ai eus étaient soit à Bruxelles ou à Paris ou en Allemagne aussi. Donc de toute façon je travaillais toujours à partir de chez moi, mais souvent ces studios-là ont des studios où est-ce qu'il y a plein d'artistes qui travaillent localement et sur place. Et donc ces studios-là ont été obligés de s'adapter et soit de fermer, de trouver des systèmes pour pouvoir être capable de permettre à tous les gens de travailler chez eux, etc. Donc ça a été, au niveau financier, beaucoup plus problématique et au niveau organisationnel aussi. Et donc il y a des projets qui sont en stand-by en attendant. Il y en a d'autres qui fonctionnent, j'imagine, comme si de rien n'était, ça dépend. Mais donc, au niveau du boulot, ce qui a fait la différence, oui, il y a le Covid, il y a aussi l'âge, et il y a aussi les programmes qui changent à tout bout de champ, les budgets qui sont associés à ça aussi, parce que quand tu travailles pour une société, la société exige que tu travailles ça m'est arrivé sur un type d'ordinateur, sur un type de programme que tu ne connais probablement pas, tu n'es pas familier avec, qui te fait perdre beaucoup de temps, et enfin, de plus en plus c'était comme ça, et de plus en plus je me suis dit, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Et donc je me suis aligné plutôt vers la bande dessinée. Mais oui, le Covid a eu un impact, et au niveau du regard des gens sur les artistes, oui, compte tenu de la situation de l'art en général, qui est rendu un art très, très commercial, mais je pense qu'il faut permettre à cet art d'éclore, et je crois que il est du devoir des gens locaux d'aider les artistes locaux à pouvoir resplendir. Parce que ces gens-là, si on veut avoir un rayonnement de la ville et un rayonnement, on doit pouvoir être capable de pouvoir s'exprimer en tant qu'artiste. Et c'est pas toujours le cas. Le Covid n'aidant pas, encore une fois, quoi. Il faut donner la chance à ces gens-là de pouvoir s'exprimer, plutôt que de donner la chance à des artistes qui viennent d'ailleurs de s'exprimer ici, ce qui est souvent le cas. Je pense, entre autres, au théâtre, parce que le théâtre, c'est important, parce que ça fait vivre les gens, les comédiens du théâtre d'ici, peut-être. Je dis peut-être parce que souvent, on les placera dans d'autres théâtres plus petits. Et le théâtre et les spectacles qu'on voit dans le théâtre d'ici, c'est des artistes d'ailleurs. Et ce serait chouette que ce soit l'inverse, quoi. Qu'on construise des outils qui permettent aux artistes d'ici de rayonner à l'extérieur, qu'on permette aussi peut-être d'avoir des instruments administratifs qui permettent de faire une promotion efficace des artistes d'ici pour un rayonnement à l'extérieur. Okay. Hein? Et ça doit être mis en place très rapidement, et ça doit être continuel. Et je pense qu'il y a Caroline Obsidienne
qui a fait une démarche extraordinaire de faire un recensement Ah oui, le des recensement artistes. des artistes de la Et région. je trouve ça absolument merveilleux, parce que ça, c'est la base de dire, voilà, maintenant, à la ville, vous avez justement ce recensement des artistes, et j'encourage tous les artistes, franchement, à le faire, À à s'inscrire. s'inscrire, Ouais. pour permettre justement à la ville d'en faire la promotion. Et je pense que la ville doit être créative à ce niveau-là aussi, parce que si elle utilise les réseaux et les systèmes de promotion qui sont usuels, elle ne fera pas la promotion des artistes. Elle doit être, elle aussi, créative dans sa forme de promotion. Demander des avis, hein, ça peut se faire aussi, hein, mais de faire la promotion des artistes à l'étranger, okay, ça doit être fait par la ville. Ça doit être, parce que ça permet à la ville de rayonner au travers de ces artistes-là. Ok. Ok. Et donc ça, c'est important. Et donc c'est pour toi le rôle de on va dire de l'échevina de la culture, hein. Oui, entre autres, C'est ça. oui, oui. Premièrement, si je comprends bien, j'essaye de résumer. Premièrement, de permettre aux artistes locaux d'éclore, Voilà. ok, en leur offrant des espaces d'expression, Oui. c'est ça? Oui, Plus des de- espaces plus de d'expression, moyens. budget, etc. Ok. Et ensuite d'accompagner la promotion de ces artistes-là Exactement. à l'étranger. Ouais. Et tu penses donc qu'on ne fait pas assez à ce niveau-là? Franchement, j'ai beaucoup de difficultés à acheter la pierre à qui que ce soit à ce niveau-là, parce que j'ai jamais eu l'idée d'être politicien, et parce que je sais ce que ça peut engager comme effort et comme complexité. Tu dois faire plaisir à tout le monde tout le temps. Ça, c'est pas C'est possible. impossible. Pas possible. Et donc, chapeau bas à tous ces gens-là qui font un travail très peu reconnu. Rarement on va dire à ces gens-là, ah ben vous avez bien fait. On est toujours là pour dire qu'ils font mal. Hein. Et je pense qu'on doit avoir un peu plus de reconnaissance. Et si on pouvait se mettre les pieds dans leurs chaussures, ne serait-ce qu'une journée, et de comprendre vraiment ce qu'ils vivent. Ceci dit, bon, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là travaillent le plus efficacement possible, hein, et qu'ils ont besoin d'aide quand il le faut, et de suggestions et de commentaires, et ça c'est tout à fait démocratique. Hein. Mais je pense aussi que il manque d'initiatives pour les artistes d'ici à la Louvière, comme dans plusieurs villes aussi, quoi. Et ne serait-ce que de parler avec les artistes, ça pourrait être déjà une bonne démarche. Et de pas les recevoir à une personne à la fois dans son bureau et d'écouter leurs doléances et de classer ça comme d'écouter tous ces gens-là d'un coup et de dire voilà comment peut-on faire pour faire la promotion de ces gens-là, comment peut-on faire pour aider ces gens-là, ok? Et parce que je pense que c'est important. Il faut regarder, je suis amateur d'histoire, mais l'entre-deux-guerres, ici, la Louvière était une ville resplendissante. Il y avait des commerces partout, il y avait des industries partout, il y avait des artistes, il y avait une culture énorme. Hein. Plein de gens ne savent pas ça. Ils ont toujours l'impression que la Louvière était misérable, mais c'était une ville resplendissante. Ouais, c'est une ville industrielle, il y avait beaucoup de fumée, mais c'était une ville resplendissante au niveau culturel. Le Délibule, entre autres, et les poètes qu'il y avait ici, les artistes aussi, Yankelevitchi, entre autres. Et donc, il ne faut pas oublier ce passé-là. Il faut bien regarder où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Et c'est soit... et là, j'ai une petite dent, mais il y a plein de gens, et même depuis que je suis arrivé ici, il y a plein de gens qui disent « Pourquoi tu es venu t'installer ici à la Louvière ?» On a toujours un regard négatif sur la Louvière, comme un regard négatif sur Charleroi, tu vois. Oui, ben, ça j'allais y venir après. Ah, mais, mais je pense que tout est dans le regard. Tout est dans le regard. Si tu vois une ville misérable, ce sera une ville misérable. Si tu vois une ville d'opportunité, ce sera une ville d'opportunité.
Mais il faut le voir. Il faut le voir, ça. Ouais. Et les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas. Pourquoi? Moi, je suis bien placé pour le voir parce que je suis étranger. Parce que tu viens d'ailleurs, oui. Mais les gens qui habitent ici, ils ont toujours vu ça toute leur vie. Donc, Ils ont le nez dedans. ils ont le nez dedans, mais ils ne voient pas. Ouais, hein. il manque de Et recul. que je parle de la Louvière, mais je pourrais parler de la ville d'à côté, je pourrais parler du Rue, tout ça. Ouais, hein. bien sûr. Peu importe où est-ce qu'on se trouve. Mais ce regard-là, il faut vraiment refaire votre regard sur votre ville et construire quelque chose. Mhm. Parce que c'est à partir du moment où tu la vois comme ça que tu te dis, ben, il y a peut-être moyen d'en faire encore plus. Ouais, ouais. Mais si tu la regardes en disant, ouais, c'est misérable, si tu vois que les problèmes, il y aura de plus en plus de problèmes. Ouais. Il y a un travail. En tout cas, politique à faire. c'est un discours plein de sagesse et de positivité Ah, tout à fait. qui doit être entendu, à mon avis. Merci. Et ce que tu dis aussi sur les relations entre les artistes et la sphère politique, Oui. ça me semble aussi plein de sagesse. Je pense que il faut dialoguer. Oui. Il faut que chacun entende les difficultés de l'autre. Et je pense qu'il y a moyen de faire de grandes choses. Tout à fait. Après, sur le regard que les gens portent sur la Louvière, ben voilà, tu as tout dit. Hein. Toi, tu viens d'ailleurs, donc tu as ce regard frais, j'ai envie de Vierge. dire. Ici, bien, c'est ce regard parfois un peu négatif, malheureusement, Ouais. vient, à mon avis, du fait que voilà, on a vécu la désindustrialisation et la dégringolade Ouais. qui va avec, mais Oui, mais il y a aussi des opportunités derrière. Oui, tout à fait. Quand on parle d'histoire, encore une fois, on parle de ces civilisations, et ça, ce sont des cycles normaux, hein, d'arriver avec une civilisation romaine qui a vécu son apogée, puis à un moment donné qui s'est effondrée. Et puis avant ça, la civilisation grecque, puis après ça, il y a eu d'autres civilisations qui ont toujours été, à un moment donné de leur vie, explosive, tellement il y avait des choses qui se passaient, il y avait une créativité, il y avait et qui se sont effondrées à chaque fois. Et on peut regarder ça au niveau microscopique et de voir par exemple au niveau local que c'est la même chose. Hein. Notre ville était rien. Elle est née de quelque chose, ça grandit, et puis elle est en train de s'effondrer. Okay? Mais bon, ou bien on la laisse s'effondrer, hein, et la plupart du temps c'est ce qui arrive. Okay? Et oui, mais ou bien on dit il peut ça y arriver qu'il y ait un deuxième âge. Hein. C'est comme maintenant, ce qui s'est effondré, ce sont les industries. Mm-hmm. Mais il faut juste dire bon, voilà, c'est notre passé. Okay? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait justement ce deuxième âge, ce renouveau, pour que la Louvière rayonne encore, resplendisse encore, et c'est possible. Et c'est possible. Bien sûr. C'est possible à tous les jours, tu te dis, c'est possible, on peut y arriver, ça peut se faire. Mm-hmm. Mais si tu te dis, non, c'est fini la Louvière, non, forcément. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui, jusqu'au dernier jour de ma vie, je dirais, oui, c'est possible, demain, c'est possible. Tu vas crever dans 3 jours, mais c'est possible encore dans 2 jours. Oui, c'est vrai. Tout à fait, non, tu as totalement raison. Et voilà, c'est aussi le regard qu'on porte, comme tu as très bien dit. Est-ce qu'on peut regarder ça de manière négative en disant il n'y a rien qui va, ou on peut se dire il y a plein d'opportunités pour faire en sorte que ça aille mieux. Il y a beaucoup plus d'opportunités dans les villes, dans les environnements difficiles, qu'il y a d'opportunités dans les environnements faciles. Okay? Où tout fonctionne. Où tout fonctionne. Oui, bien sûr. Ces moments-là, si vous cherchez des opportunités pour vous faire grandir, déjà d'abord, je pense que ça commence toujours par un réflexe personnel de dire bon, comment faire pour me sortir de ma merde. Hein, mais si vous avez envie de faire quelque chose, les opportunités sont ici, quoi. Sont dans des villes qui sont difficiles, mais il y a plein de potentiel. Mais il suffit juste d'avoir une vision et un recul par rapport à ça et de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui peut bourgeonner, quoi, Tout à fait. Voilà. Et je te rejoins totalement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a animé, pourquoi j'ai voulu lancer ce projet, pour qu'on s'écoute, pour qu'on se parle. Quel bel exemple.
Bon, je n'irai pas jusque-là, mais je veux dire... Oui, j'y vais jusque-là. Je veux dire, l'idée, c'est qu'on s'écoute, qu'on se parle et qu'on voit qu'il y a Tout à plein de fait. choses à faire. Ouais, en fait. tout à fait. Donc voilà, on se rejoint là-dessus. Alors, tu as touché un mot déjà tout à l'heure en disant que ton épouse est louviéroise. Ouais. J'aurais bien voulu revenir à... Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à la Louvière? C'est ça. Oui, non, il y a plus que ça quand même. C'était à la fin de mon contrat chez Disney, imprévu. Et là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Daniel était venu 4 ans plus tôt s'installer à Montréal. Ok, donc vous vous êtes rencontrés à Montréal. À Montréal, je suis venu dans le cadre, et ça, on va peut-être en retoucher ou je sais pas, mais quand on se disait les relations entre Montréal et la Belgique et le Québec, ça fait partie de ça. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle je sais pas si elle existe toujours, l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles, qui était une agence qui permettait d'établir des ponts entre le Québec et la Belgique francophone. Okay. Et donc, chaque année, ils offraient des bourses, ils offraient des per diem, vol d'avion, etc., pour des gens du Québec qui avaient envie de développer des projets pour aller en Belgique et vice-versa. Et donc, les gens, à ce niveau-là, c'était un voyage gratuit en Europe, une découverte d'une autre civilisation, d'un autre peuple, et on s'est rencontrés parce qu'on avait tout plein de similitudes. Et donc, ça fait grâce à ces projets de l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles, j'ai eu l'occasion de voyager au moins 2 ou 3 fois certainement en Belgique, et mon épouse de faire la même chose à l'inverse, mais pas nécessairement par l'agence aussi, travailler dans le domaine du cinéma à l'époque et à la recherche de films. Et par un ami commun, nous sommes entrés en relation et on s'est bien plu. Et donc, à force de faire des voyages comme ça, aller-retour, elle a dit, bon, mais ça te dirait que je vienne m'installer à Montréal? J'ai dit oui, et puis on a vécu comme ça depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc là, on est allé à Los Angeles pendant 1 an, et à la fin de mon contrat, on avait le choix soit de retourner à Montréal, ce que Daniel voulait faire. Mais moi, j'en avais pas trop envie, et sa maman à l'époque souffrait d'une maladie, et donc on a finalement décidé de venir s'installer ici à la Louvière. Moi, j'étais content parce que Daniel avait vécu pendant 4 ans un dépaysement, hein, mais partie de Belgique, elle était étrangère au Québec. Tout était merveilleux, etc. Mais moi, j'avais rien vécu à part Los Angeles pendant 1 an, mais j'avais pas vécu ce dépaysement aussi. Okay. Et je voulais le vivre. Et donc, on est venu s'installer. Autre raison aussi, c'est que par ma nature aussi, encore une fois, le fait de dessiner, d'être immobile toute la journée et d'avoir probablement une constitution physique qui fait que j'ai pas un réseau sanguin très... ce qui fait que j'ai froid souvent. Quand je dessine, même okay. Encore ici aujourd'hui, quand je dessine, je bouge pas et mon corps se refroidit. Et donc, t'imagines vivre au Québec 6 mois d'année. Et donc ça a été une raison aussi pour laquelle moi j'ai eu envie de venir m'installer ici au Québec, quoi, ou en Belgique. D'accord. Et donc ça c'est dans les années 90 98. 98. Ouais. Ok. Et quelles ont été donc tes premières impressions? Comment est-ce que, enfin, je ne sais pas si tu te souviens, mais le Louviérois, comment est-ce que tu l'aurais défini à l'époque? Ouais, ben écoute, à l'époque, j'étais, quand je suis arrivé, j'étais étranger. Je n'avais pas ma carte d'identité, donc je n'avais pas le droit de travailler. Et donc mon épouse travaillait à ce moment-là. Moi, je m'occupais des enfants. Et les enfants ont commencé à grandir. Et comme moi, je travaillais à la maison quand j'avais du boulot, c'est moi qui s'occupais des enfants et j'allais conduire les enfants à l'école. Et comme je ne marche pas, je ne fais pas d'exercice toute la journée, Daniel me déposait à l'école avec les enfants et ensuite je revenais à pied. Donc je faisais 3 km et demi de marche tous les matins pour revenir à la maison. Et j'en profitais pour prendre plein de photographies aussi à cette époque-là. Et donc, c'est pour aiguiser mon regard à l'environnement dans lequel je vivais, qui était un environnement tout à fait extraterrestre. Ah oui? Ah oui, oui.
Mais il faut être sensible. Il faut avoir, justement, quand je parlais de regard tout à l'heure, il faut être sensible aux détails. Tout est dans le détail. Partout où est-ce que tu vas, tout est dans le détail. Il y a des gros trucs, par exemple, si tu voyages en touriste, tu vas aller à la Tour Eiffel parce que c'est gros la Tour Eiffel. On n'est pas dans le détail, là. Hein, tu vois? Mais quand tu arrives ici dans une petite ville de province, c'est du détail. Déjà la langue n'est pas la même. Même si on parle français tous les deux, mais moi, il y a plein de mots. Ça, c'est une période d'adaptation, mais je ne m'adapterai pas complètement jamais. Mais il y a des termes qui sont différents et il faut changer son vocabulaire parce qu'on habite dans un environnement différent. Il faut changer aussi son accent, okay? Parce que sinon, si tu ne changes pas ton accent, tu te retrouves avec des gens qui, chaque fois que tu ouvres la bouche, qui te parlent du Canada, quoi. Et donc, ça devient... Ça devenait lourd. Ah ouais, c'est rigolo au début, mais... et donc ça, c'est des changements, mais... Sinon, une grande différence, mais c'est la taille des rues. Pour moi, c'est un truc important. Et une des raisons pourquoi je voulais venir ici en Europe, j'aurais préféré être dans un autre environnement, malheureusement, mais l'occasion ne s'est pas portée là-dessus, mais j'aime bien tout ce qui est médiéval, hein, parce que au niveau du dessin, ici, il n'y a pas grand médiéval. Non, pas à la Louvière, mais bon... Ah ben, oui, mais bon, je suis tombé à la Louvière. Ouais. Mais non, mais ça me plaît bien aussi, mais bon, mais ça peut être choquant aussi. La première fois que je suis arrivé à la Louvière en train, de passer par les usines Boel et tout ça, tu te dis où est-ce que je suis tombé, quoi. Et un truc que je remarque aussi qui est différent de chez nous, c'était la présence du diesel qui est beaucoup plus importante que chez nous. Chez nous, c'était l'essence. Et la plus faible quantité de nature par rapport à chez moi. Ouais. Ça me manque aussi. C'est pour ça que, bon, chaque jour, je promène le chien, je vais dans le parc Waroké et... probablement le sujet de mon 3e album. Et ça me fait plaisir, ça m'a toujours fait chier d'avoir un chien parce qu'en fait, mon chien à moi, c'est mon dessin, quoi. C'est drôle à dire, mais j'ai pas besoin d'un chien pour promener, pour avoir des problèmes, parce que j'ai déjà assez de problèmes avec mon dessin. Et quand je promène le chien, je peux pas m'arrêter et regarder les choses. Tu peux pas contempler comme tu veux, en fait. Okay. Moi, c'est une notion qui est très, très, très importante, de contempler, de m'émerveiller, du côté zen, comme ça. Et avec un chien, c'est pas possible. Par exemple, moi, si j'arrive, je marche, puis je dis, je m'arrêterais bien, je sais pas, une petite demi-heure pour faire un petit croquis. Avec un chien, c'est pas possible non plus. Tu vois. Okay. Il y a tout plein de handicaps d'avoir un chien, mais un point très positif, c'est que bon, je dois sortir tous les jours pour le faire, pour promener avec lui, et je vais systématiquement au parc, ok, parce que je me retrouve dans un environnement de nature. Et comme le chien connaît sa route, j'ai moins de difficultés avec. Ceci dit, c'est un chien facile, mais j'ai moins de difficultés. Et je peux me permettre d'apprécier le chant des oiseaux, des merles. Qu'est-ce que c'est beau! Oui, écouter un merle. Il y a plein de gens n'entendent pas les merles, mais c'est une mélodie. C'est une mélodie. Et donc, voilà. Ce petit tour du parc Waroké me replonge un peu dans une nature, dans une forêt, comme j'en ai vécu au Canada. En fait, non pas comme j'en ai vécu au Canada, mais dans une forêt quand même. Un petit coin de verre là, qui est important, quoi. Qui devrait être beaucoup plus large et beaucoup plus présent dans toutes les rues, toutes les villes. Je sais pas. Il me semble que les arbres ici sont moins luxuriants que chez moi. On a des forêts partout, on ouvre la porte. Tu vas de Montréal à Québec, c'est 300 km, c'est 300 km de forêt, quoi. De nature. Donc le premier regard que tu as eu sur la région, c'est quand même un regard d'émerveillement. Ah oui, ça a toujours été. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ah oui, toujours. Ceci dit, j'ai pas souvent l'occasion de m'émerveiller parce que, comme je t'ai dit, je
je suis un ermite invétéré qui reste dans sa grotte tout le temps. Je sors rarement. J'aime bien avoir mes habitudes sur ma journée. Je fais mon café toujours de la même façon. Je suis dans des schémas comme ça, dans mon système de pensée. Je suis dans des schémas. Et sortir avec le chien, par exemple. Et quand on me brusque de ces schémas-là, je suis Perturbé. Complètement. Ouais. Et donc, c'est pas toujours facile, mais ça me donne l'occasion aussi d'être émerveillé des choses que je découvre encore. Hein. Et j'aime bien faire des circuits comme ça, faire des marches. C'est dans le cadre de marches, justement, souvent que je prends des photographies que tu aimes bien. Et donc maintenant, ça fait quand même à peu près 25 ans que tu es à la Louvière. Ouais. Bah, tu es devenu quand même un petit peu un loup, quoi. Ouais. 25 ans, oui. Ouais, mais je reste un demi-loup et je voudrais juste faire une petite parenthèse pour ça parce que je trouve ça ironique quand même qu'on se considère des loups. Parce qu'en fait, l'espèce humaine a éliminé les loups depuis le 18e siècle. Et donc tous les gens qui ont vécu ici ont chassé le loup tout le temps. Chassé, tué, exterminé une espèce de nos régions. Puis aujourd'hui, on s'en considère... On reprend comme ça le nom. De fierté. Ça m'attriste à chaque fois que quelqu'un dit qu'on est un loup quand on a assassiné. C'est comme si je disais je suis fier d'être indien, toi. Parce que j'habite au Québec, mais oui, mais ils sont tous morts les Indiens, quoi. Je suis fier de mon histoire amérindienne. C'est marrant, ça. Ouais. Et ça, c'est un autre truc. Je ne veux pas trop prendre de ton temps non plus, mais un truc qui est super important, et ça touche à cette notion-là, c'est quand on parle de la place de la Louve, avec cette légende qu'on a construite, où est-ce qu'on aurait découvert à cet endroit-là, une Louve, machin, un truc, une grosse légende avec tartinée 20 fois, et surtout avec la sculpture de la Louve de Rome. Et donc, je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de ça, mais je crois qu'il y a moyen de mieux faire. Je crois qu'il y a moyen de mieux faire au niveau des légendes de la Louvière, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on doit absolument systématiquement associer le loup à la légende et créer... Non, il y a moyen de créer une multitude de légendes, de se construire une personnalité unique ici à la Louvière, ok? Et allez-y franchement, les gars, faites ce que vous voulez, inventez, crédibilisez votre propos, tu vois, et rendez-le faramineux, extraordinaire, et que ça dépasse les frontières, et que les gens viennent voir pour ça. Mais venir voir une Louve, copie exacte de la Louve de Rome, c'est sans intérêt, quoi. Ok. Et cette notion de loup, pour moi, la Louvière, le terme, je trouve le mot compliqué, le nom compliqué, et son histoire par rapport à ça qui est d'une tristesse totale, quoi. Il manque de panache, quoi. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, il faudrait rebaptiser, repartir sur une nouvelle écoute, légende. On est à la Louvière, on ne changera pas les choses, mais quand on regarde l'histoire de la Louvière, tu sais, t'as Lovereux, t'as Menolu, tu vois, c'était des choses qui avaient quelque chose, quoi, la Louvière. Ceci dit, toutes les racines viennent du même terme. Hein. Menolu, c'était intéressant parce que c'était la tanière du loup. Donc, ça voulait peut-être plus dire quelque chose que la Louvière, pour moi. Mais bon, voilà. C'est intéressant en tout cas. Ouais. Justement, quel regard tu portes sur l'évolution de la Louvière et de quoi est-ce que cette ville aurait besoin, à part d'un autre nom et d'une autre légende, pour l'avenir, pour un avenir plus radieux? Ouais, comme je l'ai dit un petit peu, la Louvière était une ville hyper importante en Belgique. On engageait à Tire-Larigot des gens qui venaient, d'ailleurs toute la communauté italienne et de cette époque, hein, où est-ce qu'on avait besoin de gens dans les mines. Ceci dit, les mines n'ont pas été
une référence intéressante au niveau social. Hein. Les gens crevaient la faim malgré tout dans ces conditions-là. C'était nos misérables. Hein. Mais il y a eu, en tout cas au niveau industriel, il y a eu des choses, au niveau culturel aussi, des choses extraordinaires qui se sont faites à la Louvière. Il y a moyen de faire mieux et encore plus fort, tout en restant proche des gens qui y habitent et respectueux des gens qui y habitent. Mais il faut prendre la décision de le faire. Il faut avoir un regard différent sur la ville. Il faut même parfois se la réimaginer s'il faut. Hein? Mais je pense que la pensée positive, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que ça fonctionne. Si tu commences à y croire que ça va arriver, si tu n'y crois jamais, ça arrivera jamais. Quoi. Et donc il y a un conditionnement de la population qui doit être fait à ce niveau-là pour dire on mérite encore mieux que ce que l'on a déjà, ce qui n'est pas plus mal parce que il y a encore des villes qui sont plus misérables que les nôtres. Hein. Et pour faire encore mieux, je pense que la chose la plus importante, hein, pour moi, c'est de ralentir l'importation de culture extérieure et d'augmenter la diffusion des cultures que l'on a. Quand on parle de culture, c'est pas juste l'art, mais c'est les idées, c'est les talents, c'est un ensemble, et il faut permettre le rayonnement de cela. Okay? C'est ça. Et il faut donner des budgets à des gens comme des sociétés comme Centrissime, par exemple, okay? Pour permettre le rayonnement à l'extérieur de nos frontières des talents qu'il y a ici. Mais des budgets conséquents. Hein? Et c'est comme ça qu'on va permettre à des gens qui se disent, par curiosité, j'ai entendu parler d'eux, j'irai bien faire un tour, qui va donner un sou pour un sandwich dans un commerce, qui va aller au théâtre pour voir un autre truc, il va venir au carnaval, et qui va faire venir des gens ici. Et le tourisme sera une partie de ces entrées d'argent-là qui pourront permettre à la ville de subsister. Il n'y a pas que ça, parce que ça va permettre aussi peut-être à des entreprises, une fois qu'ils auront découvert, il y a peut-être des opportunités ici à avoir qui vont s'installer. Mais il faut que la ville rayonne. C'est ça. Et à mon avis, elle ne fait peut-être pas assez. Mais encore une fois, je suis peut-être mal placé pour en parler. Il y a peut-être des gens qui pourraient dire non, on fait déjà beaucoup pour le rayonnement de la ville. Mais comment le fait-on? Et le fait-on au mieux qu'on peut. Ok. Tu parlais aussi de fédérer les gens autour d'une idée centrale, autour d'une priorité. Oui. Oui, je pense qu'il y a... Mais ça, c'est dans le propos de notre époque. Hein, chacun a une idée et chacun se donne l'occasion de l'exprimer. Je crois que aujourd'hui, celui qui a la meilleure idée, c'est celui qui crie le plus fort et qui communique son idée de la façon la plus succincte. Et pour moi, et c'est pour ça que je t'en remercie, c'est pas comme ça que les idées sont formées. Okay? C'est pas celui qui crie le plus fort, c'est pas celui qui le crie en le moins de mots possible pour que ça soit compris. Les idées, ça doit être entendu sur le long terme, et il faut que ça tombe dans la tête des gens, il faut que ça prenne le temps de mûrir, quoi. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, donc, pour moi, c'est important que on développe des idées qui sont fondamentales ici à la Louvière et qu'il y ait un consensus sur ces idées-là. Et donc, il faut qu'il y ait plein de gens qui s'assoient ensemble et qui en parlent et qui agissent par rapport à ça en conservant une seule idée. Je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. C'est d'avoir une idée fondamentale, et toutes les autres idées sont associées à cette idée primaire, toi. Mais sachant qu'on garde toujours le cap sur, et moi j'appelle ça une singularité, c'est comme si on avait eu
un arc et qu'on visait à des centaines de mètres une cible, mais sur la cible, il y a un point central, mais le point central que tu vois, il est tellement petit qu'il n'a plus 2 dimensions, mais il n'en a qu'une seule. Mhm. C'est un point, et avec ton arc, il faut y arriver, quoi. Il faut tendre cet arc-là, et donc ça, c'est cette idée-là, cette singularité-là qu'il faut y avoir. Et quand on a retrouvé cette singularité-là, tout va s'enchaîner, quoi. Parce que tous les projets qui sont sous-jacents vont être associés à ça, avec l'objectif ultime d'avoir cette singularité qui est éclos. Okay? Et en général, c'est souvent par la voix d'une personne qui a un ascendant sur les foules que ces idées-là vont éclore de façon la plus concrète, je crois. Ça prend un leader, un vrai leader. On a besoin d'un leader? Ouais, je crois que oui. Ben, je crois que les démocraties n'ont, pour moi en tout cas, d'expérience de ce que j'ai pu lire, les démocraties n'ont jamais mieux fonctionné que quand il y avait une personne qui avait une idée et que tout le monde, c'était une idée tellement consensuelle que les gens la suivaient. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas demander, peut-être que ça va changer avec les nouvelles technologies, j'en doute, mais tu peux pas demander à tout le monde d'avoir son idée et de l'exposer en même temps, ça devient cacophonique. Il faut avoir une parole unique à un moment donné, et cette parole unique doit être une synthèse de l'ensemble des paroles qui sont autour, quoi. Enfin, je crois comprendre. Maintenant, on peut avoir des points de vue différents, tout à fait différents, oui. Mais se mettre en tout cas d'accord sur une priorité qui rassemble un maximum de gens. Exactement. Et finalement viser tous dans la même direction pour augmenter nos énergies, se nourrir l'un l'autre de nos énergies, quoi. Tout à fait. Ben, je te rejoins totalement là-dessus. Alors, est-ce que tu cherches à faire passer des messages politiques, toi, à travers tes œuvres? Non. Non, je suis... Ceci dit, il faut... Quand on parle de politique, moi, je ne parle jamais de politique locale ou régionale. Je prends au premier terme du sens. La politique, c'est de convaincre des gens d'avoir une idée et de l'amener dans le même bateau et d'arriver à un endroit. Pour moi, si je parle de politique, c'est celle-là. Oui, d'accord. Mais, donc pas de politique politicienne, on va dire. Pas de politique politicienne, je ne suis pas dans ce type-là. Ceci dit, rien ne m'empêche de rigoler quand on rigole des politiciens parce qu'ils font des bévues. Hein. Et il y en a tout plein qui en font des bévues. Hein. Il y a tout plein qui ne sont pas, à mon avis, portés vers une façon de faire qui permettent à l'ensemble de la population de grandir. Je pense qu'ils sont avant tout, leur première préoccupation, c'est de se maintenir au pouvoir, tu vois. Et ça existe partout. Hein. À partir du moment où est-ce qu'un politicien, c'est devenu un métier, le premier objectif, c'est pas de satisfaire la population. Le premier objectif, c'est de se maintenir. Et ensuite, parce qu'il se maintient, il satisfait la population. Ça, c'est normal. C'est normal. Hein? Peu importe la personne qui travaille pour quoi que ce soit, son premier objectif, c'est pas de faire pourquoi il est engagé, c'est de faire de telle façon qu'on continue à l'engager, quoi. Puis ensuite, seulement, s'il peut rajouter un petit truc pour améliorer, il va le faire. Bien sûr. Donc c'est normal. Donc tu vois, cet aspect-là de la politique te concerne beaucoup moins dans ton travail, mais la politique, je veux dire, de manière plus philosophique. Ouais. Oui, c'est important. Hein, Tu distilles quand même certains messages dans tes œuvres? Non, je suis pas trop. Non, ma priorité, c'est d'avoir une histoire, hein, de pouvoir raconter une histoire qui soit lisible de A à Z, qui n'ait pas trop d'ambiguïté, et de parler de la Louvière. Je pense que c'est, pour cela, ou parler de la région du centre, mais d'avoir un contexte plus large et qui soit baigné dans des histoires d'ici. Mais je tiens à mentionner que c'est quand même pas des... je veux pas que ce soit des histoires locales. J'essaie que mon personnage, mes histoires, on puisse le lire sans avoir le regard de la Louvière. On parle de la Louvière, mais j'aimerais créer... Si c'était possible, et à venir, ça va prendre du temps, mais j'aimerais arriver à pouvoir créer à la Louvière, faire de la Louvière le Champignac de Spirou.
Tu vois? Où est-ce que tu vis des aventures dans Champignac, mais là c'est dans la Louvière, et que l'important ce soit l'aventure, ce soit pas Champignac. Ça transcende finalement la Louvière. Mais que les gens qui y vivent voient que c'est quand même la Louvière. Si je parle de bistrot, si je parle de quoi que ce soit, les gens qui y sont, et les gens qui lisent à l'extérieur se disent, bon ben oui, on parle de la ville de la Louvière, et pourquoi la Louvière, que je fasse une petite recherche, et oui, effectivement, cette ville existe vraiment, quoi. Et qui viennent voir, et qui, dans le premier, j'ai fait une espèce d'itinéraire de leurs aventures, où est-ce qu'ils se sont déplacés, et donc ça peut être intéressant pour des gens de dire, moi je peux faire le même itinéraire, puis de voir dans ce dessin-là, il représenté le pont de la rue, pas de la déportation, mais la rue... près des hôpitaux, le petit pont qu'il y a là. Mais j'ai fait l'ancien pont, tu vois, parce qu'il a été détruit, il a été reconstruit maintenant, et c'est un truc... mais à l'époque, c'était pas ce pont-là, donc je rajoute des notions d'histoire aussi à l'intérieur de ça. Les plus vieux s'en rappelleront peut-être, tu vois. Super. En tout cas, c'est un petit peu le rapport qu'on peut avoir avec des productions cinématographiques ou des séries américaines où on a un cadre et finalement l'histoire dépasse le cadre. Exactement. Mais en général, ça se fait dans des grandes villes. On parle de Paris, on parle de New York, on parle rarement d'une petite ville. Stephen King le fait, lui, il va parler de petites villes où il va raconter une histoire qui s'est passée là. Mais sont rares les gens qui vont quand même mettre assez en évidence la ville pour que ça soit significatif. Ou sinon, ils vont inventer une ville. Champignac, c'est une ville inventée, quoi. Basée sur probablement... ou Moulinsart, tu vois, c'est basé sur un château existant, mais on a retiré 2 ailes, puis on a fait un château différent, quoi, mais c'est pas la réalité. Alors, le dessin, j'imagine que t'es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Alors, quel a été ton cheminement? Pourquoi cette trajectoire? Est-ce que c'est lié à ta personnalité? Oui, de toute façon, mais avant de connaître ma personnalité, j'étais dedans. Bon, comme tous les enfants, j'ai dessiné, et j'ai été dans un environnement où j'avais un frère qui était plus âgé que moi, qui dessinait mieux que moi. Donc j'ai toujours été ébahi par ça. Et j'ai eu des expériences qui ont été fort positives. Quand j'étais au primaire, j'avais dessiné un éléphant, puis le professeur m'avait encensé. Donc il y a tout plein de petits phénomènes qui font que ça te raffermit dans cette idée que tu es un bon dessinateur. Mais oui, cette progression-là a été surtout faite parce que j'ai toujours été nul en sport, j'ai toujours été nul en communication et en relations sociales. Et par ce fait, j'avais pas d'intérêt à sociabiliser. Et donc, je trouvais un grand plaisir à m'isoler. Puis, le problème, c'est que quand on est isolé et qu'on est tout seul, on s'ennuie rapidement. Okay? Et donc, c'est important que à ce moment-là, tu te dis, bon ben, si je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Et la chose qui était la plus abordable, c'était de dessiner pour moi. Un autre aurait pris une flûte ou une guitare ou une boîte pour taper dessus. Mais moi, c'était le dessin qui me plaisait bien. Et donc, j'ai commencé à dessiner, à m'isoler, à trouver un grand plaisir là-dedans, quoi. J'ai eu des expériences. J'ai regardé, il y avait des images qui, pour moi, en regard d'enfant, j'ai dit, comment est-ce qu'il arrive à faire un dessin comme ça? Que aujourd'hui je comprends bien et puis que c'est facile de faire, mais à l'époque, et moi ça m'a poussé à faire des dessins toujours plus complexes pour pouvoir arriver à faire comme eux. Parce que bon, si c'était imprimé, c'est que quelqu'un avait gagné des sous à faire ça et qu'on pouvait en faire un métier, quoi. Et donc là, j'ai progressé. Donc au départ, ça a été un petit peu ton refuge, le dessin? Oui. C'est toujours mon refuge. Hein. Ouais. Oh, oui, mais il y a un moment où à quel moment est-ce que tu te dis ça, je vais en faire ma vie? Je vais gagner ma vie à ça. Écoute, ça dire très très tôt parce que tous les parents demandent à leurs enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quoi. Et moi, quand j'étais petit, je dis moi je vais faire dessineur. Je savais même pas encore ça s'appelait un dessinateur, que je voulais faire dessineur. Moi, c'était ça mon métier, ça a toujours été ça. Ah ben. Toujours. Ouais, il n'y a pas un moment. Et un jour, ma mère
Oh. Ma mère qui était économe, hein, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle a trouvé ça, mais à cette époque-là, on avait des importations de BD d'Europe, hein, parce qu'il ne se faisait rien au Québec. Elle s'est jamais fait beaucoup de choses au Québec, comparativement à la France, disons, et à l'Europe en général. Et elle est arrivée avec un album, le numéro 76 du Spirou, qui est un recueil de différents albums qui avaient été publiés dans l'année, qu'on avait mis, différents numéros de magazine qu'on avait reliés, qu'on avait mis dans un album. C'était le Spirou 76, et c'était Z comme Zorglobe en couverture de Franquin. Ça a été une révélation, ça a été dire, là, si j'avais encore des doutes, là, maintenant je suis sûr que c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la bande dessinée. Et ça, c'était dans les années, je devais avoir une dizaine d'années, début 70, quoi. Ça a été... Puis après ça, j'ai continué à faire du dessin. Et comme je voulais aller avec un... Parce que dans mes cours et tout ça à l'école, j'ai rencontré des copains qui faisaient du dessin aussi. Puis un de ces copains-là s'en allait en art dans un cégep, collège d'études générales et professionnelles. Et moi, je voulais aller dans le cégep aussi. Mes parents m'ont dit non, tu n'iras pas dans un cégep pour faire de l'art, tu ne gagneras pas ta vie en faisant de l'art. Et donc, on va t'envoyer dans un cégep où est-ce qu'on fait du graphisme publicitaire. Ça rapporte. Et donc, ils m'ont envoyé pendant un an là. Et à la fin d'un an, j'étais en pleine dépression. Franchement, j'étais tellement en dépression que je ne voulais plus aller. Je n'avais même pas refait mon inscription pour l'année d'après dans ce cégep-là. J'ai été isolé pendant 2 semaines dans le chalet qu'on avait dans le Nord, tout seul. En France, c'était... j'ai appris que, bon, comme j'étais pas inscrit là, puis comme j'avais fait ma demande pour m'inscrire dans le cégep en art, puis que j'avais été refusé aussi, je me retrouvais devant rien, quoi. Et mes parents ont fait... ma mère a fait des démarches, et puis finalement... Dans le cégep de graphisme publicitaire, il y avait une fille qui était tombée enceinte puis qui avait abandonné ses cours, et donc j'ai pris sa place. Donc j'ai changé de cadre, j'ai rencontré de nouveaux amis, et à partir de là, ça a super bien été en graphisme publicitaire. Donc les premières années, j'ai fait du graphisme publicitaire, jusqu'à ce qu'un copain me dise, bon ben écoute, je viens de trouver un boulot dans un truc de dessin animé, c'est super chouette, tu devrais venir présenter ton portfolio. Je suis allé présenter mon portfolio, puis on m'a mis 2 jours après sur des designs, quoi. Donc j'ai fait du design de décor tout de suite en partant. C'est quand même, en général, les designs sont assez hauts dans la hiérarchie. Avant ça, tu commences par faire d'autres choses, mais bon, c'est tombé comme ça, on avait besoin de dessinateurs pour faire n'importe quoi, allez hop, toi, designer, allez hop. Et donc j'ai commencé à faire du design, puis là j'ai fait du design, du layout et du storyboard à partir de ce moment-là, quoi. Toujours en dessin animé pendant une vingtaine d'années. Super. En tout cas, bel exemple du fait qu'il faut faire ce qu'on aime. Toujours. Puisque voilà, tu as suivi cette trajectoire, ouais. Et ça t'a permis de... Ouais. J'imagine que tu n'as évidemment aucun regret. Absolument pas. Et que ça t'a permis de vivre pleinement ta passion. Oui, oui. Qui, évidemment, quand on vit de sa passion, on n'a plus vraiment l'impression de travailler, quoi. Non, je reviens toujours à la chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Une chanson merveilleuse, mais je m'identifie assez bien là-dedans, quoi. C'est un métier privilégié, hein. C'est un métier miséreux, mais c'est un métier privilégié, hein. Combien de métiers où est-ce qu'on te permet de rêver? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Giscard, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, plein de sagesse, de positivité. Oh. J'espère que voilà, ça va inspirer des gens. J'espère bien. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir, et tu seras toujours le bienvenu. Pareillement, merci beaucoup. Franchement, super concept. Regardez bien les vidéos de Drapeau Blanc. Merci Giscard. Salut, et longue vie à Mileux. Merci.